17 novembre 2022. Il est 18h45. La nuit est déjà tombée sur la vallée de la Vologne. Le brouillard, cette crasse comme l'appellent les locaux, enveloppe le parking du supermarché à l'entrée de Gérardmer. Les portes vitrées s'écartent, une silhouette s'avance. Ce n'est pas une cliente habituelle, elle flotte dans un sweatshirt gris, bien trop grand pour elle. Elle marche avec une hésitation étrange, comme si le sol sous ses pieds était une matière inconnue, comme si elle avait oublié comment poser un pied devant l'autre. Les clients, pressés, le nez dans leur liste de courses, ne la voient pas tout de suite. Elle traverse le rayon fruits et légumes. Sa peau est d'une pâleur effrayante, presque translucide sous les néons agressifs. Ses yeux sont grands ouverts, mais ne fixent rien. Elle arrive près du rayon boulangerie. L'odeur du pain chaud semble la frapper de plein fouet. Elle s'arrête. Elle ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne sort. Juste un râle. Puis, ses jambes cèdent. Elle s'effondre lourdement. Le bruit sec de son corps heurtant le carrelage fige tout le magasin. Le silence est total pendant 3 secondes. Quand les pompiers de Gérardmer arrivent, ils pensent à un malaise vagal. Peut-être une personne en errance. Elle n'a pas de papier, pas de téléphone, rien pour dire qui elle est. Mais à l'hôpital de Remiremont, une infirmière qui s'apprête à lui poser une perfusion se fige. Elle recule, la main devant la bouche, les larmes montant instantanément aux yeux. Elle connaît ce visage. Tout le département connaît ce visage. C'est celui d'un fantôme. Celui de Chloé Valadier, disparue 7 ans plus tôt. Chloé Valadier, dont on avait célébré la messe d'adieu en 2017. Elle est vivante, et ce qu'elle va raconter va plonger la région entière dans l'effroi. Pour comprendre l'onde de choc qui a traversé les Vosges ce soir-là, il faut remonter le temps. Août 2015. Chloé Valadier a 19 ans. Elle est étudiante en géographie à Nancy. C'est une fille du pays, une passionnée de trail et de nature. Elle n'est pas une touriste imprudente qui part en tongs sur les crêtes. Elle connaît la montagne. Elle la respecte. Le 12 août, elle dit à ses parents qu'elle part faire le Sentier des Roches, un itinéraire magnifique, mais exigeant, à flanc de falaise. Il fait beau, ciel bleu, température idéale. À 10h du matin, elle poste une photo sur ses réseaux sociaux. Vue imprenable sur la vallée de Münster. Légende, seul au monde, le bonheur. Ce sera son dernier signe de vie. Le soir, sa voiture, une petite Twingo bleue, est toujours garée au col de la Schlucht. Ses parents, inquiets de ne pas la voir rentrer pour le dîner, tentent de l'appeler. Messagerie, directement. Dans les Vosges, les zones blanches sont nombreuses, mais l'inquiétude monte vite. À minuit, la gendarmerie est alertée. Le capitaine Luc Ferrier du PGHM prend les choses en main. Ferrier est un homme de terrain. Il sait que dans ce massif, le temps est l'ennemi. Dès l'aube, un dispositif massif est déployé. Hélicoptère avec caméra thermique, équipe cynophile, bénévoles. Les chiens marquent une piste sur 2 km. Et puis, plus rien. Comme si Chloé s'était volatilisée. Le maître chien est formel. La piste s'arrête ici, au milieu du sentier. Pas de traces de glissade vers le ravin, pas de traces de lutte. C'est impossible, on ne disparaît pas au milieu d'un chemin sans laisser une trace. À moins d'avoir été emporté ou chargé dans un véhicule. Mais le sentier est inaccessible aux voitures. Les jours passent. La battue citoyenne rassemble plus de 300 personnes. On fouille chaque buisson, chaque crevasse. Parmi les bénévoles, il y a des gens de toute la vallée, des voisins, des commerçants. Tous veulent aider. On sert du café chaud sous des tentes de fortune. L'ambiance est lourde. Personne ne se doute alors que le mal est peut-être là, juste à côté, en train de servir du café, le visage compatissant. L'enquête piétine. Le capitaine Ferrier explore toutes les pistes. L'accident, on a sondé les ravins, aucun corps sans vie. La fugue, Chloé était heureuse, elle avait des projets, ça ne colle pas.
Reste l'hypothèse criminelle, celle qu'on n'ose pas prononcer à voix haute dans ces vallées paisibles. La rencontre avec un prédateur. Les gendarmes épluchent les bornages téléphoniques, mais ce jour-là, des milliers de touristes étaient dans le secteur. C'est une aiguille dans une botte de foin. Les mois deviennent des années. L'hiver recouvre les Vosges de son manteau blanc, enterrant les derniers espoirs. Le dossier Valadier devient un cold case, un de ces dossiers gris qui hantent les nuits des enquêteurs. Ferrier part à la retraite en 2019, avec ce poids sur la conscience. Il a échoué. Il n'a pas pu ramener leur fille. Le monde continue de tourner, les saisons passent. Face à l'évidence du terrain accidenté et sans le moindre espoir de survie, la justice tranche. Un jugement déclaratif de décès est prononcé. Pour l'administration, pour l'état civil, Chloé Valadier est morte. Son acte de décès est signé, archivé. Mais la vérité, c'est que Chloé n'est pas morte. Elle n'est pas partie à l'étranger. Elle n'est pas au fond d'un ravin. Elle est à moins de 30 km de là. Retournons à l'hôpital de Remiremont, ce soir de novembre 2022. Le capitaine Ferrier, pourtant retraité, est appelé par ses anciens collègues. Quand il arrive dans la chambre stérile, il ne reconnaît pas la jeune fille vibrante des photos. Devant lui, il y a une femme brisée. Elle pèse à peine 40 kilos. Sa peau porte les marques d'un enfermement prolongé. Elle tremble. Ferrier s'assoit doucement. Il ne pose qu'une question. « Chloé, qui t'a fait ça ?» Sa réponse tient en un nom que Ferrier a déjà croisé dans ses listes de bénévoles 7 ans plus tôt. Marc Durel. Marc Durel, 52 ans, chauffagiste. L'homme qui vient réparer votre chaudière. L'homme qui a les clés de la moitié des maisons de la vallée. L'homme invisible. Dès que le nom est prononcé, c'est le branle-bas de combat. Il est 4 heures du matin, quand la colonne d'intervention du GIGN se positionne autour d'une maison individuelle au lieu dit les Bas-Rupts. Une maison isolée en lisière de forêt. Durel vit là, seul, depuis son divorce en 2010. Les voisins le décrivent comme un homme serviable, un peu taiseux, mais toujours prêt à donner un coup de main pour déneiger. L'interpellation se fait en douceur. Durel dort. Il est surpris dans son lit. Il ne résiste pas. Il semble même résigné. Mais ce que les enquêteurs découvrent lors de la perquisition dépasse l'entendement. La maison est d'une banalité affligeante. Mais au sous-sol, derrière une étagère de rangement remplie de pots de peinture, il trouve une porte. Une porte blindée, insonorisée, dissimulée avec un savoir-faire professionnel. Durel est un excellent artisan. Il a construit une prison parfaite. À l'intérieur, 6 mètres carrés. Pas de fenêtre. Une ventilation mécanique contrôlée pour renouveler l'air. Un seau. Un matelas. C'est ici que Chloé a vécu pendant 2645 jours. Sur les murs, pas de marque de jours comptés. Durel ne lui laissait rien pour écrire. Mais les enquêteurs trouvent autre chose dans le bureau de Durel, à l'étage. Des carnets. Durel tenait un journal de bord, mais pas un journal intime, un journal technique. Il y notait les rations alimentaires qu'il donnait à Chloé, les températures de la pièce, les réactions de sa captive. Il ne parle jamais d'elle comme d'une personne. Il utilise des termes déshumanisants. Il parle de « sujet ». Il décrit comment il a brisé sa volonté, jour après jour. Pas de cris, pas de coups inutiles, juste une emprise psychologique totale. Il lui disait que sa famille l'avait oublié, que le monde extérieur n'existait plus, que lui seul la maintenait en vie. Dans ce huis clos terrifiant, Chloé a survécu en se réfugiant dans son esprit. Elle se repassait en boucle ses souvenirs de randonnée. Elle marchait mentalement sur les crêtes pour ne pas sombrer dans la folie. Le jour de son évasion, Durel a commis une unique erreur. Une grippe carabinée l'avait affaibli, il tremblait de fièvre. En partant, il a verrouillé la porte machinalement. Clac, clac, clac. Mais dans son délire, il n'a pas vérifié. Le verrou principal, le plus gros, n'était pas entré dans son logement.
Il avait ripé contre le cadre en métal. Chloé, l'oreille collée à la porte, a entendu ce bruit anormal, un bruit de métal qui frotte au lieu de claquer. Elle a attendu que sa camionnette s'éloigne, elle a posé l'épaule contre la porte. Elle a senti un jeu, quelques millimètres. La porte était retenue, mais seulement par le petit verrou du bas, mal fixé. Alors elle a reculé, et elle s'est jetée contre la porte, une fois, deux fois. La douleur lui a irradié l'épaule, mais le bois a craqué. Au troisième coup, la gâche a cédé, la porte a volé en éclats. Elle a couru dans la neige, ignorant le froid, jusqu'à voir les lumières de la ville. L'arrestation de Marc Durel est un séisme, mais le pire reste à venir. En épluchant les carnets, les enquêteurs tombent sur des entrées antérieures à 2015, des notes datant de 2011, de 2008. Durel mentionne d'autres projets. Il décrit des lieux précis dans son jardin, près du garage, sous la dalle en béton qu'il a coulée lui-même pour son atelier. Le lendemain, des géoradars sont amenés sur place. Le sol parle. Il y a des anomalies sous la terre. Les fouilles commencent. Sous la dalle de l'atelier, on retrouve des restes. L'analyse ADN confirmera l'impensable. Il s'agit de 2 autres femmes. Des disparitions que l'on croyait sans lien. Une saisonnière disparue en 2008, une touriste belge volatilisée en 2011. Durel n'était pas un débutant. C'était un prédateur qui opérait en silence, caché derrière sa salopette de travail et son air inoffensif. Il choisissait ses victimes au hasard de ses chantiers ou de ses promenades. Il les observait. Et il passait à l'acte avec une efficacité glaçante. S'il n'avait pas enlevé Chloé, s'il ne l'avait pas gardée en vie pour satisfaire son besoin de contrôle, ses crimes seraient restés enfouis à jamais. Le procès de Marc Durel s'est ouvert il y a quelques mois. Chloé Valadier a eu le courage inouï de venir témoigner. Elle ne s'est pas cachée. Elle a regardé son bourreau dans les yeux. Elle a raconté, d'une voix faible mais claire, les 7 années volées. Les sévices graves, la faim, la peur, le froid. Mais surtout, elle a raconté comment elle a gardé une étincelle d'humanité là où tout était fait pour l'éteindre. Durel a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il finira ses jours entre 4 murs. Ironie du sort pour celui qui aimait tant enfermer les autres. Aujourd'hui, Chloé apprend à revivre. C'est un chemin long et difficile. Elle a peur des petits espaces. Elle ne supporte pas le bruit des clés dans une serrure. Mais elle est libre. Son histoire a changé la région. Désormais, dans les vallées des Vosges, on regarde son voisin différemment. On sait que le mal ne porte pas toujours un masque effrayant. Parfois, il a juste le visage de l'homme qui vient réparer votre chauffage. Abonnez-vous à Dernier Signal pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Laissez un like, partagez votre avis en commentaire. Chaque geste aide l'histoire suivante à refaire surface.